du concept. Oui, merci pour votre question. Peut-être pour éclairer ça, dans la définition onusienne telle qu'elle est posée, il y a bien une précision. On parle de la capacité des populations à définir leur système agricole et alimentaire. Et en ce sens, si on creuse un peu cette question-là, on peut se demander aujourd'hui quels mécanismes existent d'expression des souhaits de nos populations en matière d'alimentation. Est-ce qu'il y a des mécanismes de représentation démocratique directe en dehors de l'achat alimentaire, avec toutes les limites que ça représente, hein, puisque une grande frange de notre population n'est pas en capacité d'exprimer ses choix alimentaires uniquement avec son portefeuille. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des mécanismes en place pour l'expression démocratique des souhaits alimentaires? Alors, on peut creuser un peu la question. Au niveau français, on a les projets alimentaires territoriaux, on a plusieurs espaces dans lesquels on pourrait mettre en place, où sont mis en place ces dispositifs-là. Mais je pense que quand on a 8 millions de Français qui sont en situation de dépendance forcée à de l'aide alimentaire, on peut pas vraiment dire qu'on est dans une situation où l'expression démocratique en matière d'alimentation est tout à fait satisfaisante. Oui, mais alors dans ce cas-là, il n'y a rien dans le monde qui est souverain d'un point de vue alimentaire. Non, je voulais un autre point. Disons que il nous semble que pour nous, c'est ça l'axe intéressant, en tout cas dans ce concept tel qu'il est défini, c'est de réfléchir en fait à comment on redonne aussi aux citoyens la capacité d'exprimer leurs souhaits. Quand on parle de souveraineté alimentaire, en fait, on parle d'alimentation. Qui sont les principaux concernés? Ce sont les personnes qui mangent tous les jours. Si on part pas de leurs besoins, de nos besoins alimentaires, on prend le problème à l'envers, en fait. Vous vouliez réagir, Monsieur le Président? C'était pour donner un autre exemple sur la politique agricole commune en matière de choix, où on a une politique agricole commune qui était jusque-là largement européenne, et sur la dernière réforme de la politique agricole commune, donc celle de 2023, on a eu une PAC qui a été largement renationalisée. Et donc nous, ça faisait partie des enjeux qu'on apportait, de se dire, avec une PAC largement renationalisée, comment est-ce qu'on assure comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une démocratie à l'intérieur de la PAC dans sa prise de décision. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que la PAC, en fait, telle qu'elle a été déclinée, largement par le ministère de l'Agriculture, et notamment que les parlementaires n'ont pas du tout été associés, ou juste à titre informatif, à cette mise en œuvre, à cette déclinaison française de la politique agricole commune. Donc ça faisait partie des choses qu'on avait portées, nous, de se dire, mais il faut absolument que les parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, puissent travailler sur cette question, et puissent aussi être souverains sur la définition de la politique agricole commune, puisqu'on prend acte qu'elle est en partie renationalisée. Voilà, ça fait partie de ces éléments-là aussi, en termes de relocalisation de la décision publique. Ouais, mais là, c'est plus un commentaire, je dirais, sur les institutions françaises, parce que je pourrais vous dire que dans la quasi-totalité des pays en fait, de l'Union européenne, on est sur des régimes parlementaires, et où on a certainement une prédominance de l'exécutif qui est un peu moindre. Enfin, je vais volontairement dans des questions qui peuvent sembler peut-être un peu étonnantes, mais en creusant un peu ce sujet, ça me semble en fait assez théorique, quoi, comme discussion, et j'ai un peu le sentiment qu'on est plus sur une discussion qui relève du fonctionnement des institutions, donc quasiment une discussion en fait de sciences politiques, plus que, on va dire, d'alimentation, et qui serait plus autour de l'agronomie. Je fais volontairement un peu, nous fait tourner autour du sujet, parce que de considérer qu'en Europe, nous avons un problème de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire. Vous avez bien fait de rappeler d'ailleurs qu'il y avait une petite nuance entre les deux concepts, même que ça soit l'un et l'autre, d'acter que nous avons une difficulté de souveraineté alimentaire en Europe depuis 50 ans, c'est quand même très compliqué d'ailleurs. Il n'y a aucune organisation internationale qui le dit par ailleurs. Et il n'y a aucun des chercheurs et des spécialistes que nous avons interrogés et qui l'ont dit. Je peux rebondir ? Donc, une des dimensions, en tout cas, sur lesquelles on réfléchit, d'ailleurs, qui est pleinement partie du débat sur les questions de souveraineté alimentaire, c'est d'explorer la question de nos dépendances.
qu'elle soit choisie ou subie, qu'elle soit nécessaire ou non. Et quand on explore la question des dépendances, alors on a vu dans le débat qu'on a beaucoup évoqué la question des dépendances aux importations, notamment en lien avec le contexte politique et la crainte d'avoir sur certaines filières ou sur certains pans de notre alimentation de dépendre de pays, soit d'autres pays européens, soit même de pays tiers. Donc là-dessus, il y a évidemment des choses à dire. La question de la dépendance de nos exportations aussi, puisque... et ça, c'est d'ailleurs largement abordé dans le rapport France-Agrimaire 2023 sur la souveraineté alimentaire. Nos exportations font aussi, selon leur concentration plus ou moins importante, partie de nos dépendances à des pays tiers. Mais en fait, il y a plein d'autres formes de dépendance quand on pense à nos systèmes alimentaires. Et qui dit dépendance dit des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, ou qui ne sont pas forcément souhaitables, ou qui sont problématiques. Et parmi ces dépendances-là, donc dépendance à des pays tiers, ok, ça on est à peu près tous d'accord sur le constat. Quelque chose par contre qui revient très peu dans le débat public, c'est la dépendance aux acteurs économiques qui contrôlent aujourd'hui une partie importante de ces systèmes alimentaires à l'échelle mondiale. Il y a le groupe de chercheurs IPES Food qui a travaillé sur le sujet dans un rapport qui s'appelle « Qui fait pencher la balance », qui a notamment analyser le poids en fait, que prenaient certains acteurs économiques sur le marché à tous les maillons de la chaîne, qu'on parle de l'amont sur la question des semences, sur les produits phytopharmaceutiques, ou qu'on parle du commerce, du négoce des céréales, ou qu'on parle de la distribution ou de la transformation. On a une concentration des acteurs économiques. Parfois, voilà, sur les semences, par exemple, on a 6 acteurs qui se partagent environ 60% du marché. Parfois, ça monte encore plus. Sur le commerce international des grains, c'est 4 acteurs qui se partagent entre 70 et 90% du marché mondial. Et donc, il nous semble que c'est intéressant d'adresser aussi cette dépendance-là, en fait, de se dire, si on n'a pas envie d'être en situation de trop grande fragilité et de trop grande dépendance envers des pays tiers, parce que, précisément, ce sont des facteurs que l'on ne maîtrise pas, alors il faut aussi adresser la dépendance envers des acteurs économiques que l'on ne maîtrise pas plus pour autant.